Salut à tous, bienvenue sur ce premier vlog de jardinage en intérieur. Je vous avais promis que je vous ferai pas de vidéos ennuyeuses ni de cours. Mais je suis quand même obligé de revenir sur les fondamentaux des plantes, sur comment elles poussent. Alors on va pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo spécifique où je parlerai de chaque étape détaillée de la pousse d'une plante et de l'assimilation des nutriments, etc. etc. Et là on va juste voir tout de suite quelques généralités qui sont bons à savoir en fait pour ceux qui ont oublié, que ce soit leur cours de SVT au collège ou au lycée ou juste qui n'ont pas trop de notions sur les plantes. Ce sera vraiment quelque chose de très simple et juste pour comprendre, voilà, avant de commencer, il faut comprendre comment une plante fonctionne, comment elle vit, comment elle évolue dans son milieu. Et vraiment, on va faire ça très simple, tranquille, voilà, ça va être très rapide. Et après, on pourra commencer à jardiner un petit peu. Oui, avant que j'oublie, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bien, je vais tenter d'être le plus clair et le plus concis sur cette présentation en essayant de vous apporter le maximum d'informations utiles. Pour cet exemple, je vous ai fait un petit diaporama avec notre exemple qui sera un pot. Alors ça revient au même qu'en pleine terre, mais pour nous ce serait plus parlant de parler d'un pot en intérieur. Dans ce pot, il y a du substrat. Alors le substrat, c'est ce qui représente le sol, c'est là où va se développer la plante. Il est composé de différentes matières. Alors ça, on en parlera certainement, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de substrats différents, beaucoup de compositions différentes de substrats, en matière sèche, en matière organique, en eau. Donc tout ça sont des éléments qui vont jouer sur le développement des plantes. Donc nous avons ce terreau qui est dans un pot et nous avons mis une graine dessus. Alors donc pour parler des deux milieux dans lesquels se développe la plante, il va y avoir le milieu souterrain. Donc ce milieu souterrain, c'est justement le substrat dont on parlait tout à l'heure. Et le milieu aérien. Le milieu aérien, c'est là où va se développer les parties aériennes de la plante, c'est-à-dire les tiges, les fleurs, les feuilles. Bon, jusqu'à là, tout le monde suit. On a un troisième milieu dont on parle un peu moins, qui est un peu plus abstrait, c'est le milieu biologique. Le milieu biologique, c'est un milieu qui va rassembler tous les êtres vivants qui vont cohabiter, si on veut, ou coexister plutôt avec la plante. Parce que certains vont être nuisibles, d'autres vont avoir des effets positifs. Dans ce milieu biologique, on va retrouver tout ce qui est bactéries, microbactéries, certaines qui ont un rôle très important dans l'assimilation des éléments par les racines, dans la survie de la plante, d'autres qui vont être à l'origine de maladies. On peut parler aussi des champignons, donc des mycéliums qui se trouvent dans la terre, des champignons responsables de plusieurs maladies connues, comme le mildiou. On va avoir ensuite les insectes, les petits insectes, les nématodes, ce sont des vers, des acariens, des ravageurs comme les pucerons, etc. et plus gros. On va avoir aussi les insectes, du plus petit au plus grand, en passant du ver à la chenille, par le puceron, par l'acarien, voilà. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur ces bestioles-là parce qu'en intérieur ça nous concerne assez peu. Je dis pas qu'on ne peut pas avoir de problème avec tout ce qui est bactéries, champignons, mais les insectes c'est un peu plus rare. Donc on a aussi les insectes utiles, les insectes pollinisateurs qui font partie de ce milieu biologique. Voilà, donc c'est à peu près tout dans ce milieu biologique, c'est tout ce qui va composer les êtres vivants qui coexistent avec la plante. Donc reparlons de cette graine de plante X ou Y que nous avons plantée dans ce pot. Elle renferme en elle tous les éléments nutritifs que la plante a besoin pour pousser, pour faire ses premières racines et ses premières tiges, ses premières feuilles qu'on appelle aussi des cotylédons. Et cette graine, elle a besoin de deux facteurs importants pour enclencher sa germination, pour enclencher sa levée, comme on dit en jardinage, c'est-à-dire le fait qu'elle va sortir et qu'elle va pousser. Elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'un taux d'humidité assez élevé, 70-80%, 80% parfois plus, et elle a besoin de chaleur. En général, les graines aiment bien avoir une humidité de plus de 80% pour pousser et une chaleur entre 25, 20 minimum et vraiment 25 c'est l'idéal. Évidemment, tout dépend du type de graines. Les graines ne vont pas germer toutes de la même vitesse. Certaines vont mettre quelques jours, d'autres vont mettre plusieurs semaines. Faisons un petit zoom sur cette graine pour voir un petit peu comment elle va évoluer. Une fois germée, elle dispose de ces deux premiers éléments qui vont lui permettre de survivre, qui sont les feuilles et les racines. Les racines vont aller chercher tout ce qui est nécessaire dans la terre pour survivre, et les feuilles vont aller dans le milieu aérien pour faire la photosynthèse, dont on reparlera tout à l'heure. Tout ça sont des éléments qui sont vitaux pour la plante et qui vont lui permettre de s'épanouir plus tard. Le premier élément dont la plante a besoin, et qu'elle ira chercher à la fois par les racines et à la fois par les feuilles, c'est l'eau. L'eau dont la formule chimique est H2O, 2 hydrogènes et 1 oxygène.
L'eau est l'élément essentiel à la vie sur Terre, comme tout le monde sait, et les plantes ont développé des facultés assez incroyables pour s'adapter à tout milieu. Certaines ont développé des capacités pour aller chercher de l'eau vraiment à des très grandes profondeurs avec des grandes racines. D'autres ont une facilité d'absorption de l'eau par les feuilles ou par les tiges, tellement cette ressource est importante et peut-être la plus importante. Mais s'il n'y avait que de l'eau, notre petite graine ne pousserait pas, parce qu'elle n'aurait pas les éléments nutritifs. Elle contient quelques éléments nutritifs au départ dans son enveloppe qui est la graine, qui contient le strict nécessaire pour démarrer, le starter kit. Mais par contre, plus tard, dès qu'elle va commencer à faire des racines et des feuilles, elle va devoir aller chercher des éléments dans son sol, dans son milieu. Et parmi ces éléments les plus importants, on en retiendra 3, dont on parle très souvent, N, P et K. Alors N pour nitrogène ou azote en français, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Donc ces 3 éléments sont les éléments vitaux du développement d'une plante. Ce sont ceux qu'elle a besoin en plus grande quantité et qui vont jouer un rôle très important. Elle va aller les chercher notamment par les racines, sous forme d'ions solubilisés dans la solution du sol. Donc là aussi, l'eau joue un rôle très important dans la conduite de ces éléments à travers les racines, puis la tige, puis les feuilles. L'azote permet notamment un bon développement végétal de la plante, le phosphore maintient sa bonne vigueur, sa bonne santé, et le potassium joue un peu tous ces rôles, mais il est surtout privilégié pour la floraison et la fructification de nos plantes. On peut noter d'autres éléments, comme le fer, le magnésium, le calcium, le soufre ou le bore, etc., qu'on appelle oligo-éléments, micro-éléments, macro-éléments, en fonction de leur taille, de la taille de leurs molécules. De même, il ne faut jamais oublier que ces éléments se trouvent sous la forme d'ions dans le sol. Nous avons alors notre eau et nos éléments qui sont puisés dans le sol par les racines et qui vont être déplacés à travers la sève, donc sève brute, sève raffinée, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a un élément très important dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est vital pour l'assimilation de ces éléments par la plante, c'est le pH. Le pH, donc tout le monde sait, c'est le niveau d'acidité du sol, qui va s'exprimer de 1 à 14. 1 étant le plus acide et 14 étant le plus alcalin ou basique. Donc de 1 à 7, on a une solution du sol qui va être de acide à neutre. À 7, on considère qu'un milieu est neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop acide ni trop basique. Et à partir de 7 jusqu'à 14, on est dans un milieu dit basique ou alcalin. Je reviendrai dans le détail physico-chimique dans une vidéo plus complète et plus détaillée. Mais en gros, un sol de acide à neutre, entre 5, 6 et 7, va permettre une bonne assimilation des nutriments par les plantes. Certaines n'aiment pas trop l'acidité. Là aussi, même histoire qu'avec l'adaptation pour l'eau, chaque plante est adaptée à un sol différent et certaines vont préférer un sol avec un pH supérieur à 7, d'autres avec un pH inférieur à 6. Voilà, ça dépend des plantes, tout comme les choux par exemple. Les choux n'aiment pas un sol acide. Cela va développer des maladies qui vont pouvoir les attaquer plus facilement. Donc là aussi, il faut prendre en compte la diversité de toutes les possibilités et de toutes les formes de vie qui existent. Je vous ai mis quelques données comme la tourbe. La tourbe, c'est un mélange de matière organique très ancienne, presque fossilisée, qui va se déposer et qui va se décomposer avec le temps et surtout avec beaucoup d'humidité. On retrouve la tourbe dans les anciens marécages. Elle va avoir une solution de sol assez acide, entre 4 et 5,5. Elle est pas mal utilisée en complément d'autres substrats, dans les terreaux notamment. Aujourd'hui, on a le développement fulgurant d'un substrat qui est très intéressant, c'est la fibre de coco. La fibre de coco, c'est tout simplement l'enveloppe des noix de coco, là, toutes les espèces de poils, fibreux. Donc cette fibre de coco compactée va donner un substrat très léger, très drainé, très aéré et qui va bien retenir les nutriments et l'eau. C'est un super substrat pour les cultures en intérieur ou pour les semis que je n'ai pas moi-même testé encore, mais que j'aimerais bien tester avec vous en vidéo. Il va avoir un pH compris entre 5 et 6, donc vraiment très très bien pour la majorité des plantes. Et ensuite, on peut parler de la terre ou des sols de potager. Alors ça dépend vraiment si la terre est calcaire ou si la terre est plutôt acide. Mais on va retrouver la terre du potager est souvent compris entre 6 et 7, donc voilà, de acide à neutre. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, les ions responsables de toute cette histoire sont les ions H+, donc hydrogène plus d'un côté pour l'acidité, plus il y aura d'H+ dans le sol, plus le sol sera acide, et les ions OH- pour les solutions basiques ou alcalines. Je parle de ça parce que ces ions sont responsables de l'attirance ou non par la plante des éléments nutritifs. C'est pour ça que le pH de la solution du sol est importante pour une bonne assimilation des nutriments.
Maintenant, on se dit que notre plante, avec tout ça, elle va pouvoir pousser tranquillement. Eh bien non, parce qu'on n'a pas parlé des parties aériennes. Il y a 2 facteurs qui vont être très importants pour sa bonne croissance, et ces 2 éléments vont être apportés par le soleil. Nous avons la chance de vivre sur une planète qui se situe au bon endroit, au bon moment, donc pas trop de chaleur avec des fluctuations assez faibles. Les plantes n'aiment pas les températures excessives, que ce soit au-delà de 30-40 degrés ou en dessous de 0. Et le deuxième élément est évidemment la lumière. La lumière qui est l'énergie principale, le moteur de la photosynthèse. Je reparlerai dans quelques instants de la photosynthèse. Mais pour que tout ça fonctionne bien ensemble, il nous manque un élément, une molécule chimique qui est présente partout autour de nous, qu'on critique beaucoup aujourd'hui, parce qu'on en émet beaucoup plus que ce ne fut le cas autrefois. Et si elle a certainement des impacts négatifs sur l'environnement, elle a aussi des impacts positifs. C'est le CO2. Le CO2, donc une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène, c'est le moteur de la photosynthèse. Sans cette molécule sur Terre, il n'y a pas de plante, il n'y a pas de vie. L'assemblage de ces énergies que sont la lumière avec le CO2 à travers les feuilles de la plante va donner une réaction chimique qui va produire du glucose pour la plante qui lui permettra de se nourrir et de se développer et va rejeter de l'oxygène, de l'O2. Et c'est grâce à la réaction naturelle de ces plantes que nous avons de l'oxygène dans l'atmosphère. Je fais une petite parenthèse avec un élément important à savoir, c'est que les plantes transpirent. C'est comme ça qu'elles perdent 90% de leur eau. Les feuilles des plantes et les tiges sont recouvertes de ce qu'on appelle de stomates. Ce sont des petits orifices qui peuvent se fermer ou s'ouvrir plus ou moins en fonction de la chaleur, de la température et des besoins de la plante. Ils sont vraiment très minuscules et c'est par là que va s'évaporer de fines gouttelettes d'eau tout au long de la journée. On ne s'en rend pas compte, mais c'est assez impressionnant la quantité d'eau qui peut s'évaporer d'une plante. Donc en fait, elle transpire, voilà, tout simplement. C'est important à savoir ça pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut arroser régulièrement nos plantes. Alors, pour revenir sur cette photosynthèse, tout simplement, c'est la combinaison de l'eau, plus de la lumière, qui est le moteur, plus les CO2, qui est le carburant, qui va donner par une réaction grâce à un complexe bien élaboré à l'intérieur des feuilles, notamment grâce à la molécule très connue de la chlorophylle, c'est celle qui va donner la couleur verte aux plantes. Et bien cette réaction va donner de l'énergie à la plante sous forme de glucides et va libérer de l'oxygène. Alors il y a un autre phénomène dont on parle assez peu mais qui est aussi très important à savoir, c'est que si les plantes libèrent de l'oxygène dans la journée, eh bien la nuit mais aussi également tout au long de la journée, elles vont rejeter du CO2. Alors oui, ça paraît un peu paradoxal. Si la plante n'a pas de poumons comme nous, elle n'en respire pas moins et elle absorbe de l'oxygène pour rejeter du CO2 également. Cette réaction est beaucoup plus importante la nuit pour la bonne raison que la nuit, il n'y a pas de photosynthèse, étant donné qu'il n'y a pas de lumière. Donc la plante ne dégage pas d'oxygène la nuit. C'est pour ça qu'elle rejette exclusivement du dioxyde de carbone. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, nous allons parler très brièvement de ce qui se passe ensuite. Une fois que la plante a poussé et qu'elle a tout ce qu'il lui faut, elle va développer des fleurs. Donc là, nous avons pris l'exemple d'une tomate. Alors le fonctionnement de ces fleurs varie énormément d'une plante à l'autre. Certaines plantes vont disposer de fleurs mâles et femelles sur le même pied, d'autres vont avoir besoin d'un plant mâle et d'un plant femelle, d'autres vont avoir les 2 organes reproducteurs sur la même fleur. Donc sous l'action d'un pollinisateur, en l'occurrence un bourdon, parce que les abeilles ne butinent pas beaucoup de légumes, ni les tomates, ni autre chose. Donc c'est surtout les bourdons qui vont être responsables de la pollinisation des fleurs de tomates. Ils vont faire vibrer les fleurs avec leurs ailes, ce qui va permettre au pollen de se poser sur le pistil et de donner plus tard de belles grosses tomates gorgées de soleil et juteuses. Ces tomates renforment des graines et ces graines seront capables à nouveau de donner un pied de tomate. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur le fonctionnement d'une plante. On va pouvoir voir la pratique.